ou auxiliaire Auxiliaire technologique. Alors ça, c'est, enfin, selon moi, pour moi, c'est une grosse enfade. C'est vraiment une arnaquerie intellectuelle. C'est-à-dire que... Où ça aide où ça aide. Pourquoi Non, c'est mais une ça veut rien Je dire. me fais l'avocat du diable. Ça veut rien dire, en fait. En fait, c'est un additif. C'est un bullshit word de communicant. Oui. Oui, mais c'est même pas que de la communication. C'est vraiment... C'est une catégorie d'additifs qui est spécialement conçue pour ne pas être déclarée sur la liste d'ingrédients. C'est quelque chose réellement qu'on ne veut pas dire aux consommateurs. Donc il y a 400 additifs qui sont... Donc un additif, il faut quand même bien savoir que ce n'est pas un aliment. C'est quelque chose qui n'est pas un aliment qu'on rajoute à l'alimentaire. Donc c'est quelque chose qui ne se consomme pas normalement. Donc on en a 300-400 qui, alors, pour faire plaisir aux industriels, le législateur a dit, bah voilà, les produits qui finalement se retrouvent quasiment pas à la fin. Attends. Ça veut dire quoi pour faire plaisir aux industriels? C'est-à-dire qu'il y a un lobby, il y a quoi? Ah bah, il y a des lobbies. On va aborder le il y a un lobby. Il y a un lobby énorme, mais il n'y a pas un lobby, il y a des lobbies. Donc revenons à nos auxiliaires. Donc, auxiliaires technologiques, c'est des additifs qu'on peut utiliser sans les déclarer. Donc si par exemple toi tu es sensible à un de ces produits-là, tu ne pourras pas savoir qu'il y en a. D'accord? Donc ces produits-là, c'est quoi? Il y a, je ne sais plus, 17 catégories. Il y a les solvants, par exemple les solvants Lexane. Les gens ne savent pas, mais la plupart des huiles, que ce soit les huiles alimentaires ou le beurre de cacao, par exemple, des huiles comme celle-là, sont extraites au solvant organique, cancérigène. Donc, quand on C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Et est-ce que les pouvoirs publics, c'est légal. C'est la réglementation européenne qui vous dit qu'un auxiliaire technologique n'a pas à être déclaré, peut ne pas être déclaré, n'est pas déclarable. Donc vous le déclarez pas quand on est industriel. On le met, on le déclare pas. Donc on a, je vous dis, 400 additifs. Comme on a, par exemple, on parlait des produits décaféinés. Donc il y a un solvant organique qui permet d'enlever la caféine, qui se retrouve dans le produit fini à l'état de trace, et qui est dans le produit et que le consommateur va consommer sans le savoir. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on vous dit d'un côté que ce sont des produits qui se retrouvent à l'état de trace quasiment inquantifiable à la fin. Par contre, pour ces produits-là, on met quand même des seuils. On vous dit, voilà, pour le dichlorométhane, par exemple. Qui sert à quoi? Qui fait quoi? C'est un solvant. Vous prenez du café, vous voyez, café en poudre, en fait, du café en poudre. Vous versez du solvant. Donc, au lieu de mettre de l'eau, vous mettez un solvant organique liquide. Un peu comme avec la cocaïne? Je ne sais pas, ça, on n'a pas fait. Mais bon. Donc, un solvant liquide, comme de l'eau, et ça va entraîner uniquement la caféine. Ensuite, vous allez avoir un liquide qui contient de la caféine. Vous évaporez le solvant, et il vous reste de la caféine en poudre, qui sera utilisée, par exemple, pour les boissons type boissons énergisantes. Donc, vous avez de la caféine avec un petit peu de solvant, et vous avez du café décaféiné, ou du thé déthéiné, avec du solvant également. Donc, pour ces produits-là, vous avez des limites maximum de résidus. Donc, ça veut bien dire qu'il en reste. Ce sont des produits qui sont cancérigènes. Donc, on sait très bien que les produits cancérigènes sont toxiques. Il y a eu des études, parce qu'on dit cancérigène. Hier, je me suis fait... Il y a plein d'études. Regardez je me suis fait un petit plaisir. J'ai regardé encore le Élise Lucet sur le jambon. Et solitaire. Comment? Oui. Et je me suis fait plaisir à écouter l'argumentation sur les études scientifiques, sur le sel nitrité, sur ces choses-là. Quand vous dites cancérigène, ça veut dire quoi? Il y a eu des études, il y a eu des cas prouvés. Il y a beaucoup d'études. Alors, c'est toujours pareil, les études, c'est compliqué. Parce que quand il y a une étude qui dit qu'un produit est cancérigène, c'est aussitôt contrebalancé et contredit par une autre étude qui dit que ça l'est pas. Donc, c'est exactement comme le glyphosate, par exemple. Vous avez le CIRC qui dit que c'est cancérigène, et puis vous avez la Commission européenne et l'EFSA qui vous dit non, finalement, c'est pas prouvé. Donc vous avez toujours... C'est très difficile de se baser sur une étude parce que vous avez toujours les études qui, en général, sont financées par les fabricants. Je prends le point de vue du fabricant d'auxiliaires technologiques. Ah, mais ils sont très nombreux. Je dis 400 produits, c'est fabriqué par des entreprises très différentes. S'ils faisaient je me fais encore l'avocat du diable, ils vont adorer sur Internet. Si c'était cancérigène, ça se saurait. Ils le vendraient pas. Pourquoi vous rigolez? Je rigole parce que je sais pas, je veux pas vous vexer, mais on dirait une question à la Bourdin. C'est fait exprès. Hein. Bon, très bien. Donc, le problème, c'est que pour ces produits-là, disons, comment est-ce qu'on met sur le marché un auxiliaire technologique ou un additif ou autre, un nouveau produit, voilà, ou un médicament, par exemple. Tout ça, c'est de la même catégorie, d'accord? C'est l'industriel qui le fabrique, qui prépare le dossier et qui va le soumettre. Vous allez dire, voilà, j'ai tel produit qui a telle propriété, on met ça dans la nourriture, c'est un auxiliaire technologique parce que ça aide à la fabrication, d'accord? Donc ça apporte rien au produit, mais ça aide à la fabrication. Donc, par exemple, un agent anti-mousse ou un produit pour faire briller, c'est des choses très utiles pour le consommateur. Et ce produit-là, j'ai fait des études que j'ai financées et qui prouvent que c'est pas dangereux.
Bon, ces études-là, ils les amènent à la Commission européenne, donc par exemple à l'AFSA pour les produits alimentaires. L'AFSA a des commissions, des comités d'experts qui vont évaluer ces études et dire si oui ou non c'est dangereux. Alors il faut savoir quand même qu'il y a l'organisme Transparency Watch, je sais plus, enfin, vous vérifierez le nom, mais qui dit que oui, mais c'est très bien, mais si ce n'est que les experts de l'EFSA, la moitié d'entre eux sont payés par l'industrie. Donc ça veut dire que, d'une part, c'est l'industrie qui fait les dossiers, c'est l'industrie qui les fait évaluer par des experts qui financent, et même ça va plus loin, c'est-à-dire que les méthodes d'analyse, les méthodes d'évaluation de la dangerosité sont définies par l'industrie. Et là, vous êtes en train de jeter l'eau propre sur la probité des scientifiques. 50% seulement. Ça veut dire qu'il y a quand même la moitié des scientifiques qui sont probes. On chauffe du plastique jusqu'à 450 degrés pour le pyrolyser, ce qui casse les molécules, elles s'évaporent. Ensuite ça passe dans la colonne de distillation et c'est séparé donc en une fraction gasoil, essence et gaz. On a d'abord la machine, avec la partie four et réacteur et la partie colonne. On a ensuite la cuve à eau qui sert pour le refroidissement de la machine, pour les différents échangeurs thermiques. Et là-bas, ça s'appelle un gazomètre, c'est un énorme ballon qui va se gonfler petit à petit avec le gaz produit par la machine. Et on va le réutiliser dans le brûleur pour chauffer la machine. Alors 1 kg de plastique, ça donne 1 litre de carburant. C'est séparé entre 80% de gasoil et 20% d'essence à peu près.